l'enregistrement ayant pour objectif justement que les gens qui ne peuvent pas être là ce matin puissent assister, puissent se reconnaître. Vous êtes d'accord pour qu'on enregistre? Oui, Oui. donc je mets j'ai compris Voilà, de façon à donner mon approbation. exactement. Peut-être juste pour que Ludivine sache qui je suis en quelque sorte, je me Bien présente sûr. rapidement. Moi, ce qui m'intéresse dans le travail de Stéphane là, c'est plutôt au niveau théorique, disons, parce que je suis moi-même chercheur donc en littérature et histoire médiévale. J'ai enseigné à l'Université de Rouen, je suis maintenant à la retraite et je me suis occupée, moi, des récits de voyage en Mongolie au XIIIe et XIVe siècle. Donc, quand vous vous présentez comme ethnologue, c'est vrai que euh, moi, j'avoue que quand j'étais jeune, je rêvais toujours d'ethnologie. Ça n'a pas été ce que j'ai fait. Je me suis orientée finalement vers la littérature médiévale. Mais quand il s'agit de choisir un sujet de recherche, ben, j'ai choisi la découverte des Mongols par les Occidentaux, donc essentiellement des Italiens, des Français, au XIIIe et XIVe siècle. Voilà, donc c'est un peu cet intérêt qui m'a euh, amené à m'intéresser au travail de Stéphane. D'accord. Merci beaucoup. Euh, alors, Marie-Claire Amato, elle est formatrice, cadre formatrice en IPSI, et on a beaucoup travaillé ensemble sur justement la formation des infirmières, sur les questions d'interculturalité, avec des programmes de recherche en particulier aux urgences Ok. et en maternité. Et puis bon, après les questions aussi donc de, de culture. Alors, Il n'y a pas de son, c'est normal. Est-ce qu'il y a du son avec la vidéo? Ludivine, moi non plus, je n'entends pas de son, hein, donc ne vous inquiétez pas, je crois que c'est normal. D'accord. je suis désolé, le son ne passe pas. Ah, d'accord. En J'ai fait, c'est tout parce fait. qu'il faut. Pourtant, j'avais dit partager l'audio. Ah, Bon, c'est dommage. Peut-être que c'est à nous à faire quelque chose? Non, Non? non, 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 non. Je sais pas. Là, c'est Zoom qui pose un petit problème. C'est pas grave. Mais c'est dommage parce que j'avais fait justement un petit montage avec une chanson de Charles Trenet. Mais bon, voilà. Juste, voilà, pour un petit clin d'œil. Alors, donc, ce travail, là, je l'ai mis canaliser les imaginaires, coloniser les esprits. C'est un travail qui fait suite en fait à une vingtaine d'années de pérégrination en Normandie et de photographie assez systématique des modillons. Alors, euh, voilà. Les modillons, c'est des sculptures cubiques. Je vous ai montré quelques-uns là pendant le film. Grosso modo, 30 cm en ligne. Souvent, ils sont en ligne en série de 5 et ils sont sous la charpente et tout autour de l'église. Leur caractéristique, c'est d'avoir une iconographie extrêmement surprenante, voire carrément parfois obscène, et donc qui, aux yeux modernes et depuis 2 siècles,
représente une forte interpellation, une dissonance cognitive qui a fait que plus récemment, on a parlé d'art marginal. En fait, loin d'être à la marge, c'est un positionnement qui est au croisement de beaucoup d'espaces dans l'architecture médiévale, l'architecture des églises romanes. Et c'est évidemment entre le toit et le mur, donc le mur qui supporte et le toit qui protège, mais aussi ça surplombe les défunts, ça surplombe les tombes, et donc il y a un aller-retour visuel entre les défunts et les modillons, et cet aller-retour aussi reflète auprès des passants qui sont eux vivants, et en même temps, lorsqu'on est à l'intérieur, on peut très bien imaginer être entouré par cette ceinture de modillons qui fait le tour de l'édifice, sauf, sauf à l'entrée ouest. Ça, c'est très important, c'est que il n'y a que 2 églises sur les centaines qu'on a pu photographier qui ont des modillons sur l'entrée ouest, et c'est toujours des modillons qui sont en réemploi, où on a vu qu'il y avait quand même tout un travail. Donc c'est vraiment une ceinture qui fait le tour, sauf l'entrée, laquelle on rentre dans l'espace sacré. Et il y a quelques modillons sur le clocher. Là, pour le coup, on va en avoir sur la façade ouest. Et je vais vous donner les chiffres tout à l'heure. Alors, aujourd'hui, ils sont très peu visibles, hein. J'ai montré, voilà, ici, un des modillons à plusieurs visages de Sainte-Marie-du-Mont qu'on aperçoit à peine parce qu'il est monochrome. On imagine qu'ils étaient peut-être polychromes. J'ai mis ici justement l'exemple de ce temple hindouiste du Sri Lanka où un personnage à multiples têtes est beaucoup plus visible, beaucoup plus identifiable du fait de cette polychromie. Et le fait est que si ces modillons étaient effectivement polychromes, ils devaient flasher beaucoup plus autour de l'édifice. On en trouve des modillons en Nouvelle-Aquitaine, beaucoup, Charente, Poitou, ils ont été un petit peu décrits, et je dis un petit peu parce qu'en fait c'est le seul travail systématique. On en trouve en Île-de-France, en PACA, en Occitanie, mais ils sont en fait plus récents. Ils sont du Moyen-Âge plus récent. Et puis surtout, on en trouve comme en Normandie, en Angleterre, dans le Pays de Galles, en Irlande, dans les îles anglo-normandes, et en Espagne du Nord, ainsi qu'en Italie, avec des similitudes, même si on trouve d'importantes spécificités locales. Alors, l'exploration de la littérature est assez décevante, parce qu'en réalité, ils sont très peu documentés. Alors, j'ai mis pour illustrer cette déception un petit modillon qui surplombe le tympan de Moissac qui a suscité des kilomètres de bibliothèques et de travaux universitaires, académiques et grand public, mais personne, à ma connaissance, n'a parlé de ce trifront qui est au-dessus du tympan de Moissac et qui me trouve quand même, je trouve, c'est une vision assez interpellante parce que on y reviendra, c'est quand même assez étonnant. Alors, quand ils sont documentés, ils sont individualisés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de notion de ceinture euh, collective autour de l'Église. Au XIXe siècle, ce qu'on trouve dans la littérature, c'est vraiment la notion d'ornementation. Quelques érudits locaux normands s'y sont intéressés, ils l'ont appelé ornementation. Quelques chercheurs reconnus parlent de machicoulis, c'est-à-dire qu'ils mettent en parallèle les machicoulis qui sont sous les créneaux des forteresses et ces modillons. Pour les curés, bah, toujours, c'est la question de l'édification des pécheurs, c'est-à-dire c'est le péché qui va être condamné. Et puis, on trouve quelques documents de pornographes qui ont fait des joies de la littérature un petit peu parallèle, marginale. On trouve donc un inventaire comme ça de toutes les sculptures un petit peu osées. Plus tard, alors ce qu'on trouve au XXe siècle et puis au début du XXe siècle, c'est globalement c'est des travaux qui sont dépréciés. C'est-à-dire que Maëlys Bellay, par exemple, qui est une grande médiéviste de Normandie, parle de mauvaise facture, dit que ce sont des apprentis qui se sont fait la main et que finalement esthétiquement ça n'a pas d'intérêt. Certains disent que finalement il y a tellement de modillons que on peut pas en trouver la ligne directrice. C'est juste des fantaisies de sculpteurs. On retrouve évidemment le discours édificateur. Quelquefois, alors quelques documents disent que c'est le portrait des commanditaires, mais bon, ça c'est contredit par d'autres travaux qui parlent que les portraits n'ont daté en fait que beaucoup plus récemment, c'est la Renaissance.
Et puis évidemment, il y a quand même la notion d'apotropaïque, de protection de l'édifice qui ressort régulièrement. Et très récemment, donc ça c'est vraiment le XXIe siècle, on retrouve l'art marginal. On verra en conclusion que c'est pas complètement absurde, mais ça dépend de quelle marge on parle. Et puis on trouve aussi la posture rebelle, décrite, alors ça c'est en fonction des idéologies des auteurs et autrices, donc des ouvriers qui se moquent de l'autorité et qui font le pied de nez à l'autorité ecclésiale, ou des revendications féministes sur un certain type, c'est le Sheila Nagy dont on parlait. Il y a deux exceptions, donc Raphaël Guézoraga et William Ellison, qui ont réellement travaillé sur cette question-là. Raphaël Guézoraga, qui parle de certains motifs retrouvés dans les modillons pouvant faire appel à une résistance à la réforme grégorienne. Et on aura l'occasion d'y revenir. Donc, il y a un message politique. Alors, la méthode, voilà, la méthode, c'est la couverture systématique de cette région qui est celle non assurée, hein, de 3 diocèses plus la moitié de C, où les églises ont été systématiquement soit visitées, soit lorsque la moisson était peu riche, un pré-tri fait avec Google Street, parce que c'était pas la peine d'aller en voiture, sur 2000 églises si on trouvait rien. Donc, j'ai fait d'abord un tri sur Google Street pour voir si ça valait le coup ou pas. Les photos des modillons et des parois, la catégorisation, le redécoupage, l'indexation de chaque photo, la datation, la mise à l'écart des modillons qui étaient plus tard que la période romane, et puis un travail informatique avec une base de données et une cartographie et aussi un calcul statistique des coexistences pour savoir si on pouvait trouver des séries ou pas. Le traitement a été mixte, quantitatif et qualitatif, avec d'une part un tri à plat de tous ces modillons, la recherche de coexistence significative et quand les coexistences existaient, voir s'ils étaient en proximité, avec la notion de plus 2, moins 2, savoir s'il y avait vraiment une relation entre des modillons n et n-2 ou n plus 2 en fonction, parce qu'au-delà, la proximité était quand même tout à fait aléatoire. Et puis après, tout un travail qualitatif anthropologique, donc d'une part inspiré par Jean Benoît sur la créolisation, inspiré d'Étienne Leroy sur le monothéisme et le pluralisme juridique, donc la question du pluralisme juridique qui a cette période clé qui a été décrite aussi par Pierre Legendre dans son autre Bible de l'Occident, période clé où l'Église se saisit du droit romain pour l'inscrire dans le droit canon, et il en déduit aussi cette anthropologie dogmatique de la relation entre les institutions et les usagers, la pédagogie de l'opprimé, la gestion de l'altérité par les institutions, et puis tout un travail que j'ai pu faire aussi dans mon parcours personnel, le Botswana, les Brésil, le colloque d'Éric de Rony en 2006 mettant en relation la justice et la sorcellerie au Cameroun, et bien sûr aussi toute la question des enfants des rues, c'est-à-dire des populations en grande difficulté avec lesquelles j'ai pu être amené à travailler. Alors les biais, bien évidemment, il y a des biais. Il faut travailler, hein, l'érosion. J'ai mis ce modillon où j'ai trouvé la présence des deux escargots assez étonnantes, qui se mettent à la place des yeux, là, comme le symbole de l'érosion. Bien évidemment, 1000 ans se sont passés, et 1000 ans qui n'ont pas été sans problème, dont les principaux ont été les embruns maritimes, et aussi la pollution acide envoyée par la centrale à charbon du Havre, qui, lorsqu'il y a ce régime qu'on a en ce moment d'anticyclone, envoyé sur toute la zone des fumées acides et qui se condensaient avec les embruns et qui finissent par ronger la pierre. Des mutilations, mais relativement peu. La guerre de religion apparemment n'a pas été aussi problématique. Ce qu'elle a été plus, c'est la richesse. Mais on voit très clairement que dans les zones où il y a eu un développement économique au XVIe, XVIIe siècle, en particulier avec les mines ou d'autres activités, on a pu détruire les églises antérieures pour se construire une église un petit peu plus prétentieuse, un petit peu plus ambitieuse. Et donc, on a mis à bas les choses comme ça. Et bien évidemment, le débarquement de 44 a été là, ravageur
en particulier autour de Saint-Lô. J'ai mis ici l'exemple en 53 de l'église de Saint-Pierre-du-Mont, qui est l'endroit où j'ai commencé, puisque c'est là où j'ai ma maison. Et voilà, dans quel état elle était après le débarquement. Et ce sont les Alliés qui avaient bombardé cette église, enfin qui l'ont plastifiée plus exactement, parce que le clocher se trouvait en bout de piste de leur aérodrome et les gênait. Alors les datations, voilà, les datations, d'abord restreintes au 11e, début du 13e, parce que le constat est qu'à partir du 13e siècle, on a des motifs qui sont beaucoup plus raisonnables et beaucoup plus monocordes, monotones. Donc la datation est faite sur l'architecture de l'église, sur la façon aussi de travailler des modillons, l'état de conservation, et un petit peu les archives que j'ai pu explorer, mais il n'y avait pas grand-chose en réalité qui permettait de faire ça. Alors, les classifications proposées, il y en a quelques-unes qu'on trouve dans la littérature, donc je vous ai mis ici les principales, mais bon, en réalité, elles ne sont pas satisfaisantes. Moi, j'ai fait une classification personnelle de 142 catégories principales et un certain nombre d'accessoires. Alors, les interprétations sont parfois délicates. J'ai mis en relation ce modillon avec sa gravure de 1843. Vous voyez qu'il fait un fumeur de pipe. Bon, la pipe n'était pas vraiment en usage courant en 1000 ou en 100. Et en réalité, il s'avère que c'est un joueur de cornes voilà, qui souffle dans une trompe en forme de corne. Les résultats. Alors, résultat, 330 églises ont des modillons dans 318 villes, et donc 11 680 photos ont été faites, à partir desquelles 212 églises avec 5067 modillons ont été récupérées. Sur le clocher, vous voyez qu'il y a 34 églises dont les clochers ont 589 modillons. Donc c'est quand même un échantillon assez conséquent, et grâce à l'informatique, on a réussi quand même à le travailler. Les postures. Alors, essentiellement sur les visages. Vous voyez que les 2 tiers des visages, animaux et humains, il y a assez peu de monstres très, comment dirais-je, très effrayants, très peu. 15% sont en pied, c'est-à-dire soit assis, soit debout. Et spécifiquement dans le Coutançais, c'est-à-dire la Manche, le Cotentin, on a 2% qui sont en profil. Donc j'ai mis ici l'exemple. Et puis en fait, il y a un modillon sur 5, c'est un motif avec une très grande diversité de ces différents motifs. Le fond commun, c'est les bestiers. Donc, alors pour Ludivine, les bestiers, c'est tout ce qui est les bêtes féroces, les lions, les loups, les chiens, les chats, etc., tous les carnivores, et les pécus, qui sont les bêtes domestiques, les animaux domestiques, moutons, etc., bovins. Et donc, ce fond commun qui associe bestier, schéma de dévoration et tire-langue, c'est 27% des églises qui ont ces 4 motifs ensemble. Alors, c'est pas forcément côte à côte, c'est pas forcément en lien, mais ça peut être aussi des bestiaires qui dévorent ou des bestiaires qui tirent la langue. Et 38 églises ayant plus de 30 modillons. Alors, on a fait cette différence entre les 30 modillons et moins de 30 modillons parce que, à l'évidence, il y a plus de coexistence, parce qu'il y a de nombreux modillons. Donc, statistiquement, ça crée un biais. Et on voit que ce biais, il se confirme puisqu'on a 65% des églises qui ont plus de 30 modillons qui ont ces 4 principaux thématiques, ces 4 principales thématiques. Alors, les bestiaires, voilà, 625 sur 135 églises. Donc ça, c'est voilà pour Michel, voilà les animaux. Oui. Donc, avec bien évidemment quelques doutes sur les identifications. Hein. Bien évidemment, je ne peux pas garantir que mes 221 chats seront vraiment 221 chats. Il y en a peut-être qui sont un petit peu des renards mal faits, etc. J'ai ici mis les figures les plus caricaturales, les plus emblématiques, qui permettent de reconnaître les singes, les ours et les lions. Alors les lions sont toujours mis en scène dans un combat de Samson. Hein. Je dois en avoir 1 ou 2 seulement qui sont en visage. Donc les bestiaires, c'est vraiment la catégorie la plus fréquente. Les dévorations, en nombre, on en voit 330 sur 117 églises, alors de plusieurs types. Des boules,
juste une boule, des rouleaux, c'est un rouleau, un animal, un visage, comme ici à l'essai, où on a un visage qui est dévoré, un humain, comme ici, ou un végétal, il y en a que 6. Alors, la question des dévorations, on pourra en discuter tout à l'heure, c'est soit une dévoration, mais ça peut être aussi une régurgitation. Hein, il y a un travail de Jérôme Bachet sur le corps et l'âme qui montre que ça peut être aussi une expulsion et non pas simplement une dévoration. Là, c'est un des points d'achoppement avec le travail de Raphaël Guézouraga, qui lui considère que c'est uniquement une dévoration. Moi, je pense que ça peut aller dans les deux sens. En particulier, en fonction de la perspective où on se situe, si on est à l'extérieur ou si on est à l'intérieur de l'Église. La langue qui est tirée, alors la langue qui est considérée comme extrêmement péjorative, globalement, dans l'imagerie médiévale, on en a 301 sur 126 églises et 49 églises avec un seul. Alors les pécus, donc on en a 284, ce qui est la moitié donc des férins, bestiers, avec des chevaux qui sont caractérisés par leur licol, des bœufs, des boucs, des ânes, des moutons, des lapins, des cerfs, et que les chevaux sont majoritaires. Les motifs. Alors les motifs, c'est beaucoup plus nombreux, 1100, avec des rouleaux, des végétaux, des croix de Saint-André, ou hein, des galettes, moi ce que j'ai appelé galettes, mais c'est ce grill, pas trop, des cercles, des copeaux, qui sont dans la littérature, c'est pour reprendre le copeau qui est, lorsqu'on fait le bout de la poutre et on le rabote, donc ça fait un copeau, c'est dans ce sens-là que c'est utilisé, des tonneaux, des outils, et puis différentes, des étoiles, des Y, des taux, des croix, etc., dont on parlera en détail pour les étoiles dans un moment. Globalement, moi j'en retire, et je me suis beaucoup fait allumer sur cette expression, une farandole joyeuse, mais je le maintiens. Je le maintiens, c'est-à-dire que je trouve qu'il y a une atmosphère de joie et de gaieté autour des églises grâce à cette ceinture de modillons. Et la caricature, c'est l'hilarité. Enfin, l'archétype, plutôt, c'est l'hilarité. Et là, quand j'ai montré ça, à ma première présentation, je me suis fait aussi assassiner par les imageurs médiévaux, pas Jean-Claude Schmitt, non, qui n'est pas là, mais un autre, en disant que les dents, c'était forcément négatif, c'était forcément péjoratif. Or, je suis désolé, mais moi, ces trois visages ne m'inspirent pas de peur, ne m'inspirent pas de terreur, et je pense qu'il y a quand même un invariant humain, quand on a les yeux comme ça et quand on est ouvert, c'est que on rit aux éclats. Et je mets ça en relation avec une autre façon d'exprimer les grandes dents, on verra tout à l'heure, qui est beaucoup plus péjorative. Des musiciens, voilà, 72 musiciens, vous voyez, donc qui jouent de la trompe, de la viole ou de la harpe. Et donc là aussi, c'est beaucoup plus joyeux. Des chanteurs, il y en a un qui est à l'envers, là, on ne sait pas trop pourquoi. Voilà, mais que là aussi, vous voyez que quand on les regarde, ça n'inspire pas forcément de terreur. Et puis, des sentiments en équilibre. Alors, il y a les sourires que j'ai analysés commissure des lèvres vers le haut, ainsi que alors que les tristes, c'était commissure des lèvres vers le bas. Donc, on a à peu près 222, 220. La différence est que les sourires sont beaucoup plus largement répartis sur 94 églises, alors que la tristesse l'est sur 70 églises. Donc, il y a des églises qui sont plus tristes que d'autres, et Saint-Aubin-sur-Algo, par exemple, en concentre 23. Donc, c'est particulièrement tristouné à Saint-Aubin-sur-Algo, alors que Saint-Louor, on a 11 sourires, donc c'est plus gai. Quelques figures qui sont rares, qui sont rares. Voilà, la terreur, on a 16 sur 9 églises, mais tous concentrés en fait sur le clocher de Katz, qui est ici très 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 limite. Et bon, voilà. La Furie, donc je parlais tout à l'heure justement des grandes dents, vous voyez que c'est pas du tout la même configuration que l'hilarité de tout à l'heure. Et on a donc là vraiment un sentiment de peur qui inspire, mais ils sont très peu, il n'y en a que 12, et essentiellement dans le Calvados. Un seul péché clairement identifiable selon l'iconographie médiévale classique, c'est l'avarice,
qui est caractérisé par le porteur de bourse. Voilà, on en a 8 sur 8 églises, et c'est le seul péché réellement identifiable en tant que tel dans l'iconographie médiévale tout à fait classique. Quelques spécificités. Alors, principal suicide, c'est justement les figures sexualisées. La Chélène Agig, donc celle qui interpelle le plus l'œil moderne quand on le voit sur une église, cette femme avec les deux mains qui écarte les grandes lèvres. Et ça, il est clair que quand on est face à ce type de représentation sur une église, ça ne peut que frapper, et ça n'a pas manqué évidemment de frapper les érudits et les pornographes. Et les Shelanagig en Angleterre ont fait l'objet de quelques études, assez nombreuses d'ailleurs, puisqu'il y en a 69 exemplaires en Irlande, dont 46 in situ et 45 en Angleterre. Mais rien que dans notre zone, nous en avons déjà 49 sur 42 églises, donc plus in situ que l'Irlande et l'Angleterre. Et pourtant, personne n'en parle. Dans la littérature, on ne parle que des Shelanagig, dont, là, j'ai pas le temps d'expliquer l'origine du nom, mais on ne parle que de cette représentation en Irlande et en Angleterre. Vous voyez que c'est largement réparti sur la zone, avec des endroits où il y en a deux sur le même édifice. Bien évidemment, il n'y a pas que les femmes, il y a les hommes. Donc il y a 48 hommes sur 35 églises qui sont tout nus, en train de. Alors voilà, la question c'est est-ce que c'est de la provocation ou est-ce qu'ils sont simplement en train d'uriner, comme le Shelanagig, la Shelanagig, est-ce que c'est de la provocation ou est-ce que c'est simplement en train de vaquer à des occupations quotidiennes, de se soulager la vessie. Là aussi, est-ce qu'ils sont décalotés ou circoncis? Voilà. L'attribution de la circoncision systématique à ce décalotage n'est pas forcément évident. Sexualiser toujours les jambes en l'air. Alors, une exclusivité du diocèse de Bayeux et un petit peu de Lisieux, avec un homme, donc des testicules, et sinon 21 femmes et 5 qui sont pas identifiables. Les jambes sous le menton, là aussi, alors qu'ils sont interprétés différemment. Il y a des érudits qui parlent de conversion, il y a d'autres qui parlent d'homosexualité masculine, puisqu'on voit un anus ici. Donc il y en a 12 sur 9 églises. Celui-là ici est un peu discutable. Et donc, le fait est qu'on retrouve une association significative de ces modillons sexualisés sur les mêmes édifices. C'est-à-dire que lorsque on a chez la Naguig, on a un homme nu debout de face et on a les jambes en l'air, ici spécifiquement dans le Calvados. Donc il y a une palette de motifs qu'on retrouve en matière de sexualité sur les édifices. Mais voilà, ce qu'il faut voir, c'est aussi, donc on a les têtes entre les jambes, là aussi, il y en a trois de ce type-là qui sont autour de Caen et deux qui sont autour de Cherbourg, spécifiquement des petites zones où on le retrouve. La question des boules entre les jambes, est-ce que c'est un accouchement ou une représentation des testicules? Et puis des phallus, là, il n'y en a que deux sur l'ensemble de la région. Quelques sculptures localisées, des cyclopes. Alors ça, c'est spécifique à la région. Semble-t-il, il n'y en a pas en Aquitaine, il n'y en a pas en Nouvelle-Aquitaine, il n'y en a pas en Charente, et puis on n'en trouve pas ailleurs non plus. On en a 15 dans notre environnement. Les écuyers, donc une figure d'homme en pied à côté d'un cheval avec le reconnaissable avec son licol, qui sont spécifiquement dans le Calvados. Et puis le charmeur de serpent. Alors je l'appelais charmeur de serpent. Bien évidemment, c'est pas du tout sûr que ce soit un charmeur de serpent. Certaines hypothèses lui donnent d'autres significations, mais bref, il y a un panier, il y a un serpent. Ça peut être un symbole de l'avarice aussi, mais enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et là, c'est spécifiquement dans le Cotentin. On a 7 charmeurs de serpent spécifiquement dans le Cotentin. Enfin, dans les spécificités, sur 3 églises, c'est-à-dire de rouleaux qui sont accrochés sous le menton, donc un cyclope. Et l'hypothèse qui est avancée, c'est que ça peut être un rouleau des morts, c'est-à-dire le rouleau que les églises envoyaient lorsqu'il y avait un décès de clercs dans la paroisse et qu'ils envoyaient faire signer dans toutes les paroisses alentours, même en Angleterre, passer en Angleterre,
et qui était ensuite conservé après 1 an ou 2 ans d'accumulation de signatures, de toutes ces signatures. De nombreux apax, c'est-à-dire des apax, c'est des représentations uniques, en exemplaires uniques. On a des apax liturgiques spécifiques au Coutançais, c'est-à-dire spécifiques à ici, où on trouve que là, des choses avec des croix, avec l'agneau, avec l'hostie, avec un ange, des apax plus symboliques avec un point d'interrogation. Cette ouverture de porte est tout à fait étonnant. Cet homme qui embrasse un arbre est aussi assez étonnant. Et puis là, il y a un petit apax. Et moi, une hypothèse, c'est que c'est politique, c'est ce trifront que je vous ai montré à Moissac tout à l'heure. Ces 3 visages qui peuvent être soit le rappel d'un dieu celte, qui est trifront, soit un message politique parce que Canon, qui est l'église sur laquelle on trouve ce modillon, est au carrefour des 3 diocèses, Bayeux, Lisieux et Sées. Donc ça peut être aussi purement géographique. Et alors, le modillon de la comète, alors ça c'est, je suis pas mal amusé, et je suis assez content, puisque du coup, ben, ma communication a été acceptée à Naples et que j'y vais la semaine prochaine pour présenter ce modillon à une journée d'études d'astronomie médiévale. Donc voilà, je suis assez fier, même, je veux dire. Voilà, qui est à Martinvas, c'est-à-dire situé dans ce petit bout du Cotentin, près de Cherbourg, avec 2 autres églises sur lesquelles je reviendrai dans un instant. Vous voyez que c'est un modillon qui est ici tout banal à l'intérieur d'une série. On le regarde de plus près. Et en fait, voilà, c'est 5 roues avec au milieu un petit renflement, on ne sait pas trop à quoi ça correspond, et Dumoncel, en 1843, le qualifiait de moulure et ornement. C'était un ornement, voilà. Dans d'autres guides locaux, on trouve la notion de roue solaire, ce qui s'approche un peu plus quand même de notre hypothèse. Alors, les églises alentours, Octeville et Tolbas, ont aussi une étoile à Octeville, tout à fait étonnante. C'est la seule étoile de ce type-là qu'on retrouve sur l'ensemble de la région. Et ici, un modillon très érodé, malheureusement, à Tolvast, où on retrouve des roues radiées, mais sans pouvoir du tout avoir le même raisonnement que celui que je vais vous montrer sur ce modillon de Martin-Last. Alors, l'idée qui m'est venue lorsque Elise Haddad m'a dit, mais ça, c'est les étoiles, ces roues-là. J'ai dit, bon, il y a quand même un événement majeur, c'est le passage de la comète de 1066, et vous voyez que voilà, ce petit zigouigoui là au milieu peut faire évoquer quelque chose qui n'est pas une étoile au milieu. Donc, bah, j'ai demandé à l'Observatoire de Paris d'avoir la trajectoire céleste de cette comète et ils m'ont envoyé ça. Donc, je remercie encore Pascal Descamps. Donc, voilà, cette comète, elle était visible extrêmement proche de la Terre pendant toute cette période, du 1er avril jusqu'au 1er décembre. Et je me suis concentré autour de cette zone parce que c'était le moment où elle était le plus visible et prenait un espace dans l'espace extrêmement grand. Elle était visible au point elle était forte au point qu'on pouvait la voir en plein jour. Ça, tous les écrits, aussi bien en Chine, en Corée et en Europe, le confirment. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qu'il pouvait y avoir dans le paysage à ce moment-là? Donc j'ai fait un petit travail de recherche sur la configuration planétaire lors de 1066, de mai 1066, et voilà ce que j'ai trouvé. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec un alignement tout à fait étonnant de Mars, Saturne, Jupiter et le premier croissant de Lune, ainsi que Mercure qui rentre dans le dispositif. Et en combinant la trajectoire de la comète avec ce paysage planétaire, eh bien, il se trouve que ça devait être frappant pour n'importe quel observateur de voir cette comète entourée par un alignement qui se retrouve de façon exceptionnelle, hein, très exceptionnelle. Les 4 étoiles, les 4 planètes comme ça
alignés, c'est très, 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 très exceptionnel. Et à l'évidence, ça ne pouvait que frapper les esprits. Alors, en faisant une recherche sur les représentations de comètes de l'époque, on retrouve ça, la comète de Halley avec une grosse étoile. On retrouve l'image d'Octeville, hein, que je vous ai montré dans un instant. La comète un petit peu ultérieure, ici, donc c'est le passage ultérieur en 1300, je crois, qui est d'une autre manière représentée par un rond et son panache. Et puis, bien évidemment, contemporain de l'église qu'on sait, la tapisserie de Bayeux, avec Isti Mirand Stella, la comète de Halley, dont la présence dans le ciel a permis à certains, je reviendrai dans un instant, de prédire la mort du roi Harold et donc l'invasion de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant. Et quand on met en relation d'abord le modillon inversé, c'est-à-dire tête en bas, on voit que la comète, ici représentée sur la broderie de Bayeux, retrouve quand même une configuration qui est tout à fait compatible avec un certain nombre de roues solaires qu'on peut mettre en relation avec Mars, Saturne, Jupiter, le premier croissant de Lune et Mercure. Voilà cette hypothèse. Alors, bien évidemment, on va dire, mais pourquoi est-ce que c'était retourné tête en bas? Il y a plusieurs hypothèses, hein. D'une part, ça peut être les maçons, il s'est passé 1000 ans et donc le toit a été refait à plusieurs reprises et les maçons peuvent avoir changé l'orientation de ça. Ça peut être aussi le fait que quand on a ce modillon tête en haut, eh bien, c'est exactement l'image en miroir de ce qui est, comme c'est sur la face nord, de ce qui se passe derrière. C'est-à-dire on a une sorte de symétrie entre ce qu'on voit et ce qui est représenté. Alors, une autre question se pose sur cette petite roue qui n'est pas véritablement radiée, où on voit une croix. Donc, l'hypothèse de Saturne peut se renvoyer avec le symbole de Saturne planétaire, symbole astrologique qui date de l'Antiquité, mais aussi avec la croix pâtée, qui est la signature de Guillaume le Conquérant. On retrouve sur plusieurs manuscrits, plusieurs documents, en particulier au château de Caen, et on retrouve cette croix pâtée qui peut tout à fait être là. Et ça peut être aussi, troisième hypothèse, mais qui n'est pas incompatible avec les autres, hein. On sait que la superposition des significations au Moyen Âge est tout à fait possible, être un symbole de l'hostie, consacrant ainsi l'édifice de Martin Vaste. Alors, pourquoi Martin Vaste? Eh bien, Martin Vaste a plusieurs liens avec Guillaume géographiques. Le premier, c'est le complot de 1046, qui a fait que dans la légende de Guillaume, il a été obligé de fuir en 1046, donc 20 ans avant la comète, et en traversant la baie d'Évé, qui est comme l'équivalent de la baie du Mont-Saint-Michel, extrêmement dangereuse, en sachant que ici on ne peut pas traverser, et on y reviendra dans un instant, parce que ce sont des marais. Et donc il a traversé en pleine nuit, ce qui était hautement périlleux à l'époque, et voilà, ça a montré son courage. Il est arrivé à Saint-Clément ici. Donc ça, c'est le premier événement dans la saga de Guillaume le Conquérant. Le deuxième événement, c'est que Dielette et Barfleur ont été des ports dans lesquels les bateaux ont été construits avant de se retrouver dans l'estuaire de la Vire pour envahir l'Angleterre. Donc, on a cette configuration-là d'Octeville, Tolvas, Martin-Vaste au carrefour de plusieurs événements fondateurs de la saga de Guillaume le Conquérant. Mais surtout, c'est Gilbert Maminot. Gilbert Maminot, qui était le chanoine et le médecin de Guillaume le Conquérant, et dont on a retrouvé la trace dans le manuscrit d'Ordéric Vital, qui a été traduit par Chibnal, qui a fait un énorme travail justement et qui a été envoyé à Rome pour demander la bénédiction du pape Urbain II pour justement la conquête de la Normandie. Et évidemment, sa qualité d'astronome et d'astrologue érudit attestée par tous les écrits
de l'époque fait que le passage de la comète ne pouvait qu'aller dans le sens de demander, d'obtenir plutôt la bénédiction d'Urbain II comme un présage positif pour aller envahir l'Angleterre. Et Gilbert Magnon s'est illustré dans un deuxième temps en observant une pluie météorite en avril 1095 qui a précédé un concile à Clermont, Clermont-Ferrand, à Clermont, où la première croisade a été décidée et Chignal, enfin Orderic Vital, dit bien que comment dirais-je, le passage de cette pluie de météorites a prédit l'invasion enfin plutôt la migration de populations entières d'un continent à l'autre. C'est ce qu'il a dit. Voilà. Et donc, on a eu cette réunion à Clermont, mais ce qui est intéressant, c'est que la seule représentation de sculpture de l'époque d'une comète, parce qu'il y a marqué comète ici, on ne voit pas sur cette figure, mais c'est à Plaisance, et on voit que c'est bizarre comme représentation de comète, et il se trouve que un mois avant la pluie de comète, la pluie d'étoiles filantes, s'est passée une réunion, encore une fois, du même pape, Urbain II, qui avait pour vocation, pour objet de remettre de l'ordre dans l'Église. Et moi, je pense, et ça, je vais en parler avec les collègues italiens la semaine prochaine, qu'il faudrait remettre en question l'attribution de comètes à ce type de représentation, dans la mesure où on peut facilement confondre une pluie de météorites et, le passage d'une comète. La contiguïté des dates, la proximité des dates étant quand même beaucoup plus éloquent. Mais ça, je laisse à nos collègues italiens le soin d'essayer de le travailler. Voilà. Alors, je reviens à Modillon. Globalement, il est quand même extrêmement frappant qu'il n'y a aucun chrisme. Aucun. Aucun chrisme non plus. P, X, rien. Aucune vierge. Aucun signe liturgique qui soit explicitement lisible. Il y a quelques rares croix, il n'y en a trop que 6, qui sont toutes dans le diocèse de Coutances et qui sont, dans la majorité des cas, 5 sont mises en scène, avec des ânes, un prêtre, un personnage, un cheval. Donc il n'y a pas d'emblème cruciforme qui puisse être symbolisé, à part les croix de Saint-André, mais est-ce que c'est une croix? Est-ce que c'est un X? Ça, on peut pas le savoir. Alors, les séquences sont difficiles à affirmer, hein, et en particulier, il se trouve que la plupart des hypothèses qui sont formulées dans la littérature ont été récusées par notre travail statistique. Le rébus, hein, la question, est-ce qu'on peut mettre les mots l'un après l'autre? Il n'y a pas de corrélation qui puisse être démontrée, en particulier avec le poisson, pesque, etc. Est-ce que les deux visages, qui seraient le début d'une série, la fin d'une série, qui encadreraient? Là non plus, c'est pas significatif. On en a quand même 102 sur 59 églises, et non, on n'a pas trouvé. Il y a les deux visages au milieu et les deux visages. Les sagittaires qui punissent les péchés avec les flèches qui viseraient la luxure ou l'avarice ou autre, là non plus. Il n'y a pas de contact proximal. Il y a un seul contact proximal, mais c'est avec un couple qui est particulièrement serein, debout, sans aucun critère érotique qu'on pourrait attribuer à la luxure. Il y a des serpents autour des sagittaires, mais c'est pas avant N+3 ou -3. Bref, c'est vraiment à grande distance du sagittaire. Donc là aussi, on peut pas mettre ça en évidence. Enfin, là aussi, certains écrits attribuent un caractère positif ou négatif à la face sud ou nord, ou au chevet, l'abside. En réalité, c'est pas significatif. S'il y a des différences, elles sont légères. Quand il y a des motifs qui sont répétés sur une église, ça c'est très important, en particulier pour les sexualisés, ils sont le plus souvent sur les faces opposées. On a chez la Naguile sur le face sud, chez la Naguile sur la face nord, etc. Donc c'est vraiment pas ça. Et puis on a des coexistences, au-delà du fond commun, qui peuvent par exemple faire coexister des motifs liturgiques dans le Coutançais en particulier, avec des modillons sexualisés. Il n'y a pas d'antinomie, il n'y a pas d'opposition entre la liturgie et le Shelanagig ou l'homme nu montrant son sexe, etc. Donc c'est vraiment une palette dans laquelle les gens choisissent avec ce qu'on peut appeler un agencement iconographique, mais qui laisse probablement une part des choses
peut-être au hasard, peut-être à des négociations implicites qui sont faites lors de la construction de l'édifice. Alors les hypothèses. Première hypothèse, le lien avec le monde marin. Je vous l'ai dit tout à l'heure en parlant de l'épopée de Guillaume le Conquérant, toute cette zone-là a été complètement bouleversée à partir du XIVe, XVe siècle par la poldérisation, la construction de digues qui ont isolé les marais de la mer. Mais auparavant, lors de la construction de ces églises, il y avait des entrées maritimes extrêmement perdues. Et vous voyez qu'ici, on se retrouve presque avec une île. Le passage était totalement ou pratiquement impossible, si ce n'est par la traversée de la baie d'Évry, à cause des marais. Donc, on se retrouve avec ces églises qui étaient construites par la force des choses le long des fleuves, mais c'est quand même étonnant de voir qu'ici, alors qu'il y avait aussi des populations à l'époque, on ne retrouve pas de modillons du tout. Est-ce que c'est lié à ces entrées maritimes? Est-ce que c'est lié aux destructions dont je parlais tout à l'heure, en particulier par des activités économiques plus rentables que les autres? L'hypothèse reste entière. Donc les liens maritimes avec le nord de la Manche, bien évidemment, hein, le nord de la Manche, ça veut dire les Vikings, ça veut dire les Anglais, ça veut dire beaucoup de populations qui viennent et qui interagissent peu avec l'intérieur. L'espace est globalement beaucoup plus tourné vers le littoral que vers l'intérieur. L'alimentation, on trouve d'ailleurs des coquilles sur les modillons, les commerces, les pèlerinages. Hein, on sait que c'était une des étapes du pèlerinage de Compostelle, et les représentations du monde. On trouve beaucoup de marins. Et le processus d'encellulement qui regroupait les villages, là, le problème, c'est que ces villages, ils sont isolés du reste du monde. Et pas simplement isolés par la mer, ils sont isolés de l'intérieur du continent. Les intrusions étrangères sont permanentes et plus ou moins agressives, et on constate aussi une sédentarisation de ces envahisseurs, vikings en particulier, qui se sont sédentarisés très, très rapidement. D'autre part, l'espace est très difficile à parcourir, donc il faut avoir des processus d'identification précises du village et de savoir où on va. Et enfin, troisième, dernier point, la mise en place de signes politiques de reconnaissance qui soient lisibles par les seuls lettrés dont la comète fait partie. Et ça, c'est le processus qui va faire de cette ceinture de modillons une identité spécifique à chaque village. Et donc de l'édifice, un emblème dont le village va dont le village va se saisir par la suite. Donc, première étape, une stratégie politique de canalisation des imaginaires par l'Église. C'est-à-dire s'intéresser aux habitants en captant les significations des imaginaires, les symboles, les protections, les signatures. C'est-à-dire toutes les représentations qui pouvaient circuler, profanes, laïques, apotropaïques, quel que soit le populaire, le terme qu'on utilise, les vont être captés par l'Église afin de les pétrir d'une iconographie qui sera codifiée et qui sera spécifique, qui sera reconnaissable. Et donc, créant une sorte d'unité langagière, iconographique, qui se retrouve sur l'ensemble de la région et qui va donc pétrir chaque représentation dans une iconographie codifiée et ensuite la pétrifier sur les murs, sous le toit, en une ceinture qui est au-dessus des défunts, c'est-à-dire qui va en même temps poursuivre le travail de captation au-delà du décès. Et donc, de génération en génération, on va s'identifier à cette ceinture de modillons. Donc, s'accaparer de la sacralité locale, intégrer ces images dans la sacralité, veiller sur les défunts du cimetière, mais en même temps refléter les énergies symboliques. Quand on est à l'intérieur de l'église, on est protégé des démons par ces énergies apotropaïques. Et on va fondre les identités des villageois morts avec celles des vivants. Dernière étape, la colonisation des esprits, qui est en fait l'objectif politique, c'est le partage de sacralité. C'est-à-dire que les imaginaires villageois font partie des schémas de l'Église et rentrent dans ce terme de pierre vivante, hein, qu'on retrouve dans tous les écrits de Bède le Vénérable et d'Alcuin, au sens propre du terme. C'est-à-dire que ce sont les vivants qui vont se pétrifier
sur l'édifice en y associant l'environnement quotidien, support imaginaire, c'est-à-dire que loin d'être des éléments péjoratifs sur la sexualité ou de la défécation ou les choses comme ça, c'est les éléments de la vie quotidienne. Hein, les animaux, les végétaux, la sexualité, la défécation, uriner, qui font partie de la vie quotidienne dont sont privés les défunts, puisqu'ils sont défunts. Et c'est donc leur renvoyer cette image de vitalité qui est le privilège des vivants, de vraie vitalité. Bien sûr, dans cet agencement, on intègre des messages politiques qui seront visibles par certains et pas par d'autres. S'approprier les imaginaires au profit d'une église unique, les construite à partir du multiple villageois. Et puis désamorcer toutes les spécificités pouvant être des d'autonomie des valences symboliques locales qui pourraient menacer l'intégrité de l'Église, l'intégrité unique de l'Église. Alors, ça n'a laissé aucune trace écrite. On ne trouve absolument aucune trace écrite de la constitution des ceintures de Motillon. Et même les Motillons ne laissent aucune trace écrite. Alors, il y a quelques biais sur lesquels je discute dans mon travail, mais bon, pour autant, on a beaucoup de traces sur les tympans, sur les trumeaux, etc., mais rien sur les Motillons. Et mon hypothèse, c'est que, en fait, ça reste dans une négociation orale. Bien évidemment, l'oral ne laisse pas de traces entre des commanditaires qui sont pas simplement l'Église, mais aussi les seigneurs locaux et les sculpteurs. Sculpteurs et maçons. On va mettre ça où? On va et les habitants, les ouvriers, au moment où ça se passe. Et chacun va y contribuer, de façon à ce qu'il y ait cette pierre vivante, hein, qui soit réellement, cette vie qui soit pétrifiée à l'intérieur de l'édifice. Donc centraliser tous les actes de la vie et en tirer l'exclusivité, c'est-à-dire que l'Église va en tirer l'exclusivité de notion de pur, d'impur, et légitimer toutes les procédures de purification, en particulier la dédicace de l'Église, qui ne fait jamais mention des modillons, mais les procédures de dédicace qui peint les murs de façon à chasser les démons. Alors cette canalisation des imaginaires, cette canalisation des esprits, est sur le très long terme. C'est une stratégie qui ne s'inscrit pas dans l'immédiateté, mais sur plusieurs générations. Et on trouve cette même discrétion, c'est-à-dire pas de négociation directe orale, des missionnaires modernes. Moi, j'ai retrouvé, quand j'étais sur le terrain en Afrique, où les missionnaires, enfin les missionnaires, c'était pas vraiment des missionnaires, parce que c'était des prêtres, mais ils s'arrivaient à combiner des images et de représentations de fétiches locaux, c'est-à-dire loin de tous les brûler, bien au contraire, ils essayaient de les capter pour s'en saisir de la sacralité, et rassembler cette sacralité autour de l'édifice, avec plus ou moins de succès, plus ou moins de bonheur. On retrouve d'ailleurs cette réflexion dans ce fameux colloque d'Éric de Rosny dont je parlais tout à l'heure, Justice et sorcellerie, en 2006, et dont j'ai mis un extrait en exergue du travail. Alors, un point intéressant, c'est dans cette multiplicité, cette unité dans la multiplicité, c'est le monde marin. Le monde marin, on le voit représenté là encore une fois sur la tapisserie de Bayeux, où l'identité des soldats dans les bateaux se retrouve dans chacun des boucliers, qui n'est pas du tout unique, au contraire, chacun qui n'est pas du tout uniforme, je veux dire, d'un bateau à l'autre, chaque bateau peut se reconnaître par sa diversité des boucliers qui sont représentés. Or, on retrouve dans ce monde marin la même organisation, hein, avec un toit qui a une coque, et les représentations et la terminologie même de l'architecture ecclésiale est très marine. Hein, on parle de nef, navire, on parle etc., de mât, et la verticalité du clocher qu'on retrouve, et le plat-bord qui retrouve la même intersection entre le toit et le mur, entre la coque et, le mât, on retrouve cette même séquence d'identité spécifique qui va donner une image particulière à chaque bateau qui fera que chacun sera totalement reconnaissable et unique. Et on se retrouve dans cette unité
dans la multiplicité. Alors, je pense que pour des populations qui étaient quand même relativement isolées, cette même organisation, elle devait construire psychiquement un certain nombre de choses. Alors, dans l'espace, l'emblème, c'est les repères géographiques, des pierres vivantes et les motifs signatures, des imaginaires pétrifiés qui sont uniques, et la visibilité extérieure singulière pour chaque monastère. Chaque église est totalement unique et reconnaissable et identifiable, et qui construit donc l'identité du village comme c'est une singularité qui est totalement inaliénable. Il n'y a pas deux églises qui aient la même ceinture de modillons. Alors là, je reprends les raisonnements d'Étienne Leroy, donc l'anthropologue du droit, qui a fait sur le foncier beaucoup de travaux en Afrique, avec 4 organisations de l'espace. L'organisation géographique, c'est la nôtre, hein, avec 1 mètre qui est à l'échelle, voilà, c'est celui-là. Topographique, c'est un pôle d'attraction, une sorte de magnétisme, un aimant au centre des cercles de vie, au centre des cercles de sacralité, hein, tels qu'on les a en histoire médiévale, et de protection des invasions. Donc, un ensemble qui sert d'aimant et qui va aimanter justement les différents imaginaires. Hiéronomique, le caractère sacré, avec des obligations. Donc là, on est dans la sacralité totale. Et puis, odologique, alors ça, c'est très important. Je pense que les modillons jouent un rôle sur le cheminement des voyageurs. Je mets ici cette tabula peutingeriana, pardonnez-moi, je ne sais pas comment prononcer. Vous voyez qu'il y a Coutances et Cherbourg. Les itinéraires étaient à l'époque extrêmement peu détaillés. On ne savait pas si on prenait à droite ou à gauche. On savait qu'on allait d'un monument à l'autre. Or, comment on reconnaît un monument? Eh bien, à sa spécificité, à certains critères qui pouvaient être simplement tel ou tel modillon. Si tu trouves tel modillon là-dessus, c'est que tu es au bon endroit, c'est qu'il faut aller ailleurs, etc. Donc, le village se trouve singulier par la ceinture de modillons. Le processus identificateur villageois va du coup être monopolisé par l'église monument. Et l'église monument devient l'emblème principal et seul, même unique, de l'identité villageoise. On va associer quelques messages officiels. Alors, les apax, hein, dont on a parlé, dévoration par les pieds, alors c'est ce que Raphaël Guézouraga traduit comme étant un signe de résistance à la réforme grégorienne. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce raisonnement, mais c'est assez convaincant. Les trifrons dont je parlais tout à l'heure avec l'intersection des 3 diocèses, les rouleaux des morts, la comète, certains motifs géométriques aussi qui peuvent être attribués, qui sont tellement spécifiques. Certains les attribuent à des écussons, à de l'héraldique, mais ça n'existait pas à l'époque, etc., mais qui sont en tout cas peu lisibles par les villageois et destinés aux voyageurs lettrés, ou du moins à qui on confiait oralement ces repères sur l'itinéraire qu'ils pouvaient suivre. Les villageois se reconnaissent dans cette ceinture et l'église monument par ses pierres vivantes. C'est-à-dire que tel modillon, c'est mon ancêtre ou c'est quelqu'un que je connais et je me reconnais là-dedans. D'ailleurs, la dénomination de Shelanagig, qui vient d'Irlande, a été étudiée comme étant quelquefois manifestée par les habitants comme étant une personnalité vivante. Oui, il y a la Shelanagig qui est là et qui nous regarde et qui est encore aujourd'hui. Mais perçue de l'intérieur, la membrane protectrice est aussi identitaire. Quand on est à l'intérieur de l'église, on n'est pas à l'intérieur de n'importe quelle église. On sait quels sont les modillons qui sont tout autour. En conclusion, le rôle important, moi, je pense même essentiel dans l'implantation rurale des églises et de l'église en tant qu'institution, avec l'enseignement, l'inecclesiamento, qui est la forteresse, le partage de sacralité, l'accaparement des symboles, le reflet vitaliste des défunts et le processus identitaire villageois. Évidemment, la structuration du territoire, avec quelques messages officiels dispersés. On retrouve d'ailleurs ça dans une expression populaire classique, l'esprit de clocher. C'est un témoin majeur des imaginaires locaux et moi j'appelle ça aussi un art urbain institutionnel avant l'heure. C'est-à-dire l'art urbain, contrairement au street art aujourd'hui, l'art urbain c'est les commandes institutionnelles qui demandent à ce qu'on fasse des graphes. Le street art c'est le graphe non contrôlé.
Alors aujourd'hui, on a une perception de ces modillons par les sculpteurs qui est agréable, mais quand j'ai interrogé des sculpteurs contemporains, ils me disaient que le, les modillons, c'était leur, comment dirais-je, leur gourmandise. Donc ils font absolument n'importe quoi. Et je l'ai mis ici, voilà, les restaurations ou remplacements, et qui s'amusent bien. Mais le problème, c'est que s'amusant tellement que finalement, ils font n'importe quoi. Et du reste, ben, les modillons, quand on fait une restauration, ils peuvent être mis dans des tas de gravats. On les voit dans des tas de gravats. D'ailleurs, j'en discutais il n'y a pas longtemps avec un archéologue qui en avait récupéré comme ça par hasard, parce qu'il trouvait sur un tas de gravats, bah oui, mais ça, on va le jeter à la poubelle. Alors, l'actualisation du concept, pour conclure, j'ai mis ici C215, qui est un graffeur très connu de Vitry, qui au départ graffait des têtes de personnages quotidiens et qui aujourd'hui ben, fait des commandes. Et il a même graffé ici sur l'église de Clermont-Loise. Vous voyez, quelqu'un. Et je pense que c'est quand même assez étonnant d'avoir cette actualisation des modillons aujourd'hui avec Clotaire Ier ou ici des résistants dans le 14e et il inonde l'ensemble de la Picardie et de Paris de ces graphes qui sont très bien faits d'ailleurs, mais sur commande institutionnelle. Il est payé par la mairie ou par mais en fait, il est accepté aussi par les autorités ecclésiastiques. Vous voyez, d'avoir ici sur cette abbaye ce graphe-là. Voilà. Merci pour votre attention et désolé si j'étais un petit peu trop long. Merci. Ben voilà, là, normalement, on va débattre, on n'est pas nombreux. Mais... Alors, Marie-Claire, si tu entends poser des questions en, dans le chat. Donc, moi, je veux bien intervenir comme ça, hein, de Allez-y, façon allez-y. très spontanée. Hein. C'est d'une richesse, cette étude. C'est vraiment tant d'aspects qui sont absolument passionnants. Enfin, j'ai été scotchée, j'avoue. Ça partait à toutes les questions que vous posiez pour la mise en contexte, tous les rapprochements. J'ai été vraiment fascinée par votre démonstration. Alors là, j'essaie peut-être, je vais dégager peut-être trois points très rapides. Hein. Il y en a un, c'est une question, quelque chose que je n'ai pas bien compris. C'est à propos du fait que, au tout début, vous disiez que il n'y en avait pas à l'ouest de Modillon. Pourquoi? Je n'ai pas bien compris. Je ne sais pas. J'ai pas d'explication. Une hypothèse, c'est que c'est l'entrée de l'édifice où D'accord. justement doivent s'effacer les populations. Les populations, elles sont tout autour, mais c'est un constat. Alors c'est un constat que justement Jean-Claude Schmitt, lui, prenait avec précaution. Mais bon, je l'ai dit, je suis désolé, mais sur mes 212 églises, j'en ai que deux avec en fait des modillons qui sont vraiment des réemplois. Alors il m'a envoyé une photo un petit peu en provocation d'une église je sais plus, c'était en Émilie-Romagne, je sais plus où il me disait, ben voilà, regardez, il y a des modillons là qui sont là sur la face ouest. Et en fait, en regardant sur Google Street, il se trouve que sa façade, elle était à l'est. D'accord. Mais, l'église qui est en face, sur la même place, n'avait pas de modillon sur la façade ouest. Alors, D'accord. on en trouve en Aquitaine. Par contre, là, on trouve des modillons sur les églises d'Aquitaine, à Poitiers, etc., sans que je puisse du tout savoir pourquoi j'ai pas étudié ces modillons-là. Ouais, d'accord. Bon, alors, ce qui m'a passionné, c'est le moment en particulier où euh, vous arrivez à expliquer cette ceinture de modillon par l'intégration de gestes ou d'aspects euh, propres aux habitants de la vie quotidienne
puisqu'en effet, ce qui est quand même tout à fait étonnant, et ça, c'était un point fort de la démonstration, il n'y a pas de croix, il n'y a pas de représentation du Christ ou de la Vierge Marie. Bon, c'est vrai, c'est extraordinaire, ça. C'est vraiment. Donc, ça, c'est vraiment très fort et très, très convaincant, cet aspect donc de récupération par l'Église de la vie quotidienne, de symboles locaux, pour ainsi dire, des habitants, et puis l'unicité aussi, et ça c'est vraiment extraordinaire, de chaque Église par rapport à sa ceinture de modillon. Et j'ai bien aimé quand, par exemple, vous montriez ces cartes auxquelles je suis un petit peu habituée, où les lieux sont représentés avec des symboles, symboles d'un château, d'une forteresse, d'une église, bon, qui permet de se repérer en effet dans l'espace. Euh, et là, vous montriez comment l'Église pouvait jouer aussi ce rôle, par exemple, dans les pèlerinages, etc. Et j'ai beaucoup aimé le rapprochement que vous faisiez entre la tapisserie de Bayeux et la disposition des bateaux avec les boucliers, à la fois l'unicité et euh, la particularité, la spécificité, le fait que euh, les modillons, bien sûr, rappellent la structure même du bateau avec ses boucliers, hein. C'est magnifique, hein, franchement. C'est vraiment. Euh, Ça m'a beaucoup, beaucoup plu. Et alors, justement, bien sûr que votre étude, elle va devoir être enrichie par des études complémentaires, c'est-à-dire les modillons ailleurs, hein, puisque vous avez parlé un petit peu, et nous, depuis que Françoise euh, a été m'a fait découvrir, grâce à vous, les modillons. Donc, dès qu'on est dans une église du Sud-Ouest, on regarde s'il y a des modillons. Et il y en Et a on... beaucoup. Dans le Oui, sud-ouest, il y en a beaucoup. exactement, exactement. Parce que justement, au début, on n'avait pas très bien compris. On pensait que vous parliez surtout de la Normandie comme une spécificité des modillons. Mais c'est vrai, à chaque fois, on pensait à vous. On disait, ah, ben, Stéphane Tessier, ben, il doit venir ici parce qu'il y a aussi des modillons. Ouais. Bon, donc, c'est Mais, sûr. mais vous voyez quand même, en 20 ans, j'ai fait, là, il y en a 5000. En Nouvelle-Aquitaine, il y en a pour une vie. Mais ça c'est sûr, Stéphane, que là, ce qu'il faut, c'est un, c'est une équipe. Ça, c'est sûr que, je sais pas, je pense un peu à l'entreprise d'Albert Kahn sur tous les trésors qu'il a réunis. C'est Et pas- maintenant vraiment extraordinaire de Divine, je ne sais voir, pas si vous connaissez le musée Albert Kahn, mais je vais laisser bien sûr. Michel en parler, peut-être, Oui. allez-y. Ah, Allez-y, je vous pardon, écoute. Ludivine, oui. Non, je connais mal. Oui, parce que c'est vraiment un musée passionnant sur justement l'ethnologie, hein, ça vous concerne directement, parce que Albert Kahn avait donc envoyé des photographes, bon, c'était une sorte de mécène, hein, et il a dit que c'était important de conserver, donc c'était au début du siècle, hein, me semble-t-il, il fallait Oui, à tout prix conserver des gestes, en particulier celui qui fabriquait des paniers en Asie, celui qui fabriquait un bateau, celui qui... Bon, tous ces gestes des artisans qui étaient en train de se perdre, hein, il fallait les conserver. Et donc, il a envoyé des photographes un peu partout dans le monde. Et maintenant, le musée Albert Kahn, qui au début était un petit peu, enfin, pas mal fait, mais disons qu'on n'avait pas accès à toutes ces archives parce que c'était très difficile de les mettre. On savait que le musée conservait ses archives, ses photographies, mais ils avaient beaucoup de difficultés à les exposer. Or, ils ont trouvé un système extraordinaire qui permet
vous irez, vous verrez, bon, c'est pas loin d'ici, c'est dans Paris, qui permet finalement de voir sur des... on a à disposition, chaque personne a à disposition des possibilités de faire défiler des tas de clichés sur des écrans. Et donc, maintenant, alors qu'avant, elles étaient distribuées un peu au compte-gouttes, ces photographies dans des expositions qui avaient une thématique particulière, maintenant, il y a la possibilité d'en voir beaucoup plus au cours d'une seule visite. Vous pouvez vous-même faire défiler un tas de clichés réunis par ces photographes. Bon, voilà. Alors, revenons à l'entreprise de Stéphane. Oui, c'est vrai que il y a des tas de choses qui mériteraient justement d'être élargies parce que, par exemple, vous mettez en rapport ce que vous avez étudié en Normandie avec, avec la mer, et c'est en effet tout à fait intéressant, mais il faudra voir si les modillons se, comment ça se passe autrement, en quelque sorte, et s'il y a une spécificité, puisque c'est quand même ça un petit peu le point fort que vous soutenez, que la ceinture de modillons permet en même temps d'être unique et de repérer un lieu précis. Donc, si ça se passe de la même manière, voilà, ailleurs. Bon, Alors, moi j'ai quand même une hypothèse, c'est que la Nouvelle-Aquitaine a été anglaise pendant quelques siècles, hein, c'est vrai. et c'est toujours les mêmes. C'est les mêmes. Et les églises sont un petit peu postérieures. Et donc, bon, c'est la conjonction du du romain et de l'anglais qui s'est convergé autour de l'Angleterre et de la Oui, Normandie, et puis qui oui, ensuite est allé en oui. Nouvelle-Aquitaine. Oui, oui. Là, vous avez tout à fait raison. Enfin, bon, moi, je compare toujours avec ma sphère, hein, puisque je ne suis pas du tout spécialiste ni d'histoire de l'art et d'histoire, mais plus vers la littérature. La Normandie a joué un rôle extraordinaire dans la littérature, dans le développement de la littérature médiévale, et en particulier, bon, maintenant, il est absolument reconnu que la chanson de geste, qui a été l'acte avec de l'autre côté les troubadours, c'est vrai, mais du côté de la France d'Oïl, c'était la chanson de geste, et la chanson de geste, la chanson de Roland notamment, bon, on s'accorde maintenant à penser que les Normands ont joué un rôle fondamental dans la création de cette littérature médiévale. Première chose. Deuxième chose, justement, puisque vous allez aller en Italie du Sud, ça va être intéressant de voir les Normands en Oui, Italie du Sud. tout à Hein, fait, tout à fait. parce Alors, que, bon, moi, là, j'ai travaillé aussi un petit peu sur ça, parce que j'ai édité un texte d'Aimé du Maucassin sur les Normands, donc au 11e, 12e, enfin 11e, puisque lui, Aimé du Maucassin, s'occupe de l'arrivée des Normands en Italie du Sud et en Sicile. On sait que, bon, mais ça, c'est quelque chose dont moi, je vous dis, je l'ai vu, mais je ne suis pas vraiment spécialiste de cet aspect-là. Les architectures, l'architecture des petites églises euh, par les Normands en Italie du Sud ont beaucoup de points communs avec celle de Normandie. Donc ça va être passionnant pour vous là, dans les jours qui viennent. oui, tout à fait. Non, ça c'est clair. En Sicile, moi malheureusement, j'ai pas trouvé de modillon. D'accord. Et pourtant, il y a des architectures. Alors, le problème, c'est que peut-être la vision ultérieure de l'Église était beaucoup plus puritaine qu'elle ne le fut en Normandie, parce qu'en Normandie, ils ont laissé toutes ces sculptures un petit peu provocatrices, alors que dans d'autres endroits, ils les ont massacrées. On voit des coups de burin. Il y Oui. a beaucoup donc peut-être qu'en Italie, ils ont été beaucoup plus censurés dans des périodes plus récentes. Oui, mais ça, il faut voir, et en particulier, ces régions avant la Sicile, c'était quand même le point central, c'était la Pouille, les Pouilles. Euh,
et là, il faut voir. Bon, moi, j'ai dans la tête des. Mais bon, à ce moment-là, je ne savais pas ce qu'étaient les modillons. Mais bon, il y a des églises qui font vraiment penser aux églises, aux petites églises qu'on voit en Normandie. Donc, bon, là, c'est vrai que Je vais inciter les collègues italiens la semaine prochaine pour qu'ils fassent ce travail-là. voilà, ça c'est vrai que ça va être passionnant de travailler avec eux dans cette perspective. Et alors, je resterai sur, c'est le dernier point que je vais aborder et laisser la parole en particulier à Ludivine, mais ce qui ce qui euh, me pose question, disons, c'est euh, qu'il n'y ait pas de témoignage écrit. Ça, bon, moi, parce que je suis attachée au texte, hein, parce que souvent on trouve dans les textes hein, des choses, enfin, on les fait parler, quoi. Euh, et voilà, Oui. Non, mais ça fait partie des questionnements que j'ai depuis le ouais, début, hein, bien évidemment. Alors, il y a plusieurs hypothèses. Il n'y a rien. Dans la dédicace de Voragine, par exemple, la description de la dédicace des églises, il n'y a rien. Pas un mot sur les modillons. Et pourtant, il fait le tour 3 fois dans le sang, et puis il peint, etc. L'église, pour les divines, oui, la cérémonie de dédicace, c'est la consécration de l'édifice. Et il y a tout un texte qui date de cette époque, qui la décrit dans tous les détails, avec les références à ce qu'il fait sur le sol, sur les parois, etc. Mais à aucun moment on ne cite ces sculptures-là. À aucun moment. Dans Morté aussi, je ne sais pas si vous connaissez cet assemblage de textes sur l'architecture médiévale, donc il a compilé tous les textes d'architecture de l'époque. On parle de tout ce qui est tympan, etc. Mais à vrai dire, pas dans les détails, hein. Quand j'en discute justement dans le laboratoire, il se trouve qu'il n'y a pas vraiment de détails sur les tympans, ils en parlent, mais sans trop de détails. Donc c'est bien fait, ou ça coûte cher, ou ceci là, mais sans explicitation du tout du sens que peut avoir. Mais là non plus, dans ce morté, qui est pourtant quasiment exhaustif, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Alors il y aurait, mais je mets ça au conditionnel parce qu'on n'a jamais trouvé les références, un testament, ou plutôt non, un acte de notariat de succession d'un tailleur de pierre qui ferait référence à la transmission de patrons pour sculpter les modillons, c'est-à-dire de ah, modèles. ah, Voilà. ah, Donc ça existe, ah, mais ah, c'est mon ami justement libraire dont je parlais tout à l'heure en master à Caen qui m'en parlait, mais il n'a jamais pu retrouver la référence ah, précise. ah, Donc c'est conditionnel. Mais en dehors de ça, il n'y a rien. Mais alors, moi, c'est ce qui m'amène justement à penser, parce que on trouve jamais non plus dans les textes des missionnaires en Afrique, ou même d'ailleurs en Amérique latine, de référence à la captation des imaginaires locaux. Pourtant, c'est ce qu'ils font. Mais ouais. ils vont pas l'écrire. Ils peuvent pas Oui, l'écrire. d'accord. Parce que politiquement, ça désamorcerait justement tout le processus. Ouais, Si ça se mettait à savoir qu'il y avait cette ruse. ouais. Et donc, on ne peut pas se permettre de l'écrire. Mais par contre, on le dit. On le fait sans le dire. Oui, d'accord. Politiquement, insoutenable de le mettre par écrit. Moi, Mhm, c'est mon hypothèse. C'est mon hypothèse pour expliquer l'absence totale de traces écrites de ces modillons. mhm. Mais c'est vrai que votre piste est intéressante aussi. C'est bon, il faudrait le retrouver, mais cet acte donc du sculpteur de Modillon, euh, Voilà, donc, ben, le fait est, le charmeur de serpent, par exemple, que je vous ai montré, c'est le même modèle, hein, vraiment. Il est à 7 exemplaires, strictement le même. oui, Donc, on peut imaginer qu'il y avait des patrons de cette oui, culture qui se oui, transmettaient. oui, oui, oui. Et ça aussi, c'est très intéressant parce que euh, c'est à la fois des modèles,
et puis en même temps un ensemble spécifique à l'Église. Donc Absolument. il y a bien ces deux aspects. C'est un mélange. C'est un Complètes. mélange. Oui. Mhm. Voilà, je laisse réagir aussi Ludivine à votre exposé. Oui, moi j'ai trouvé ça très intéressant et très riche aussi. Et après, c'est un domaine que je connais pas du tout, donc j'ai l'impression de découvrir et d'apprendre surtout plus qu'autre chose. Et après, vous avez répondu à, parce que j'avais du mal peut-être à faire le lien. Je me demandais où était vraiment, enfin, je vois le processus et je comprends euh, la question de canaliser les imaginaires. Et je me demandais quel était le lien avec la question coloniale, enfin, pourquoi coloniser les esprits? Là, vous l'avez évoqué. Vous avez, bah oui, c'est inspirer une autre sacralité dans l'esprit des gens, en canalisant les imaginaires, en les regroupant, Mm. qui est le processus colonial classique, hein, mais qui est utilisé par TikTok ou, ou Twitter au quotidien aujourd'hui. Ouais. Euh, Non, c'est voilà, très j'avais riche. pas spécialement de questions. Enfin, ouais, c'était très riche. Bah écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Non, non, merci de votre attention. Je sais pas, Marie-Claire, t'es qui, bon, Stéphane, moi en tout cas, j'aimerais bien, parce que là, bon, j'ai vu que soit il a eu autre chose à faire, soit, bon, j'ai eu beau lui rappeler, mais il n'était pas là. Donc, pour Raphaël, je suis persuadée qu'il aura des choses à vous dire. bah, Euh, super. Mais moi, je vais mettre l'enregistrement en ligne, d'accord. qui sera sur la chaîne YouTube de Regard. Nous avons une chaîne YouTube à Bon, Regard. eh ben, c'est merveilleux. Et donc, je vais le dire à Stéphane de manière à ce qu'il puisse réagir à votre exposé. Mucho gusto, muito gusto. Avec plaisir. D'accord. Avec plaisir. Bah, écoutez, bah, je vous remercie beaucoup. Ludivine, on se recontacte donc dans, Dans 2 semaines. voilà, une quinzaine de jours.